Recording in progress, me dit-on, which is good. Bien, mesdames, messieurs, chers camarades, chers collègues, chers amis, chers confrères, chers consoeurs, bienvenue à toutes et tous à cette cinquième conférence de notre cycle de printemps Je dîne de mon écran. Donc, j'espère que vous avez toutes et tous à boire et à manger. Sinon, c'est pas vraiment Je dîne. Et puis, aujourd'hui, on accueille pour cette dernière conférence Yvan Richardet, qui est comédien, improvisateur et transitionneur. Enfin, c'est comme ça que je l'ai autoproclamé transitionneur. Il a fait un spectacle qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui s'appelait L'émeute, extrêmement intéressant sur des thématiques qui nous intéressent dans le cadre de ces cycles de conférences, sur la transition, donc sur l'écologie au sens général, et puis sur ce que nous pouvons faire en tant que citoyens, en tant qu'architectes et urbanistes, on l'a vu à plusieurs reprises, en tant que permaculteur avec Christophe Henry, en tant que plein de choses en fait. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une thématique qui est récurrente, en tout cas auprès des architectes urbanistes. On en parle souvent aussi dans les milieux de l'écologie. C'est la notion des récits, la notion des imaginaires, qui est une question qui revient régulièrement parce qu'on se dit toujours, bah, le problème c'est qu'on bute toujours sur notre propre imaginaire, c'est-à-dire avoir une villa à la campagne, un chien, une femme, parce que c'est toujours un imaginaire masculin, deux enfants, si possible, de sexe opposé, une belle voiture, surtout une belle voiture avant tout le reste. Et puis c'est à cet imaginaire-là, mainstream, que, il faut manifestement faire des efforts pour proposer autre chose. Sinon, bah, les gens, ils n'arrivent pas à embarquer et comprendre ce qu'on a non seulement à perdre, à transitionner, mais peut-être à gagner. Et cet imaginaire, c'est un petit peu cette perspective qui nous manque visiblement pour réussir à embarquer tout le monde dans ce fabuleux projet, peut-être, qu'est la transition, pour en faire un fabuleux projet et non pas, comme le disait Emmanuel Macron, l'année passée, je crois, en 2019. Il faut accepter la 5G. Je ne veux pas de ce projet Amish et du retour à la lampe à huile. Alors, est-ce qu'on navigue uniquement entre ces deux imaginaires, c'est-à-dire les Amish, la lampe à huile et les hommes des cavernes? Est-ce qu'il y a des alternatives? Comment est-ce qu'on peut imaginer d'autres mondes? Et Yvan Richardet nous avait proposé l'année passée, alors c'était un cycle qui devait commencer pile le jour du confinement de 2020, donc on a reporté ça. Alors on est très heureux de pouvoir réaccueillir Yvan pour nous parler un petit peu de cette question des imaginaires, avec son regard spécifique, son regard propre, du spécialiste ES imaginaire, vu qu'il est comédien, metteur en scène, improvisateur, etc. Mais ça, je vais laisser Yvan se présenter lui-même pour compléter cette présentation et puis nous faire nous présenter sa théorie sur les imaginaires. On aura assez de temps pour largement en discuter et en débattre. Et je crois que l'intention, certainement aussi parce que Yvan est improvisateur, vraiment l'intention, c'est de partager ensemble pendant, on va dire, l'heure, les 45 minutes qui suivront la présentation. Yvan, la parole est à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être revenu en 2020 en 2021 plus fort qu'en 2020, et nous nous réjouissons de t'entendre. Eh bien, merci beaucoup, Laurent. Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je vais essayer de ne parler que pendant 30 minutes. Et puis ensuite, ce sera un échange, une causerie. Quand Laurent me demandait, enfin, plutôt moi, je demandais à Laurent, mais comment ça va se passer? Il me disait, mais tu sais, c'est un peu une causerie. Causerie au coin du feu ou causerie devant l'écran. Alors, en parlant d'écran, je vais commencer par partager le mien pour vous montrer une petite présentation. Il y a une vingtaine de photos ou d'écrans. Donc, le titre pompeux, c'est le théâtre. Ah oui, il faut que je décale un petit peu tout ça, je pense. Le théâtre est l'art d'inventer de nouveaux mondes. J'ai une compagnie perso qui s'appelle la compagnie Calmez-vous, qui a justement monté le spectacle L'émeute dont vous parlait Laurent. Je vais commencer par parler de Karine Keller-Souter. Je ne sais pas si vous voyez l'entier de l'écran. C'est juste? Vous voyez Oui, la oui. citation? Voilà. En tout cas, moi, Heu, oui. donc Karine Keller-Souter, en novembre 2019, elle avait dit, «Il n'y a pas d'alternative au libéralisme». Puis ça faisait un petit peu écho à Margaret Thatcher dans les années 75,
80, je crois, avait dit à peu près la même chose. Et pour moi, en fait, il y a déjà un énorme problème quand quelqu'un vous dit qu'il y a pas d'alternative, parce que ça veut dire, soit qu'on est dans une solution qui est u univoque, si on veut, soit dans un manque d'imagination et je penche bien sûr plutôt pour la deuxième hypothèse. Ce qui est drôle, c'est que ça fait ça fait presque écho au slogan «There is no planet B», ou «There is no plan B» et en fait, il faut pouvoir imaginer des plans B, des plans C, des plans D, des plans X et Z et après, c'est comme sur un tableur Excel, on peut même continuer avec Z, A ou comme ça. Donc autant je vais probablement peut-être évoquer la finitude des ressources, autant je pense que l'imagination est infinie et il faut pouvoir se donner ce cadre de pensée qui est qu'on on peut toujours réfléchir et on peut toujours discuter plus loin. Une petite citation d'Einstein quand on sait pas justement quoi faire. J'ai lu en diagonale le bouquin de Laurent ce matin et avec plaisir, j'ai vu qu'il y avait plusieurs citations d'Albert. C'est drôle parce que ça, c'est une citation qui était sur la porte d'entrée de mon frangin, dans la maison familiale. Donc moi, j'ai grandi avec cette citation devant les yeux et peut-être que ça m'a complètement, influencé à un degré subliminal, qui est que l'imagination, la capacité à inventer d'autres idées ou d'autres représentations du monde, elle est vitale, elle est très importante. Alors là, c'est bizarre parce qu'on peut se dire, si c'est plus important que la connaissance, on a quand même besoin de la connaissance du GIEC, de l'équivalent pour la biodiversité. Donc, on a quand même besoin des faits concrets, mais je pense que ce que Einstein voulait dire par là, c'est que c'est important de pouvoir aussi contraster et imaginer des solutions, imaginer des contextes par rapport à des connaissances et des faits bruts pour justement leur donner du sens. Euh, je suis revenu à... Oui, ça c'est une petite entracte. Voilà. Ça, c'était la première vision du théâtre que j'avais par rapport au spectacle L'émeute. Je vais brièvement revenir un petit peu sur ce spectacle. La première intuition, c'était de me dire comment est-ce que je peux faire une pièce de théâtre qui évite la démesure de lumière, d'effets spéciaux comme ça. Et puis, une première intuition, c'était est-ce que je peux calculer le bilan carbone de Richard III monté à Vidi. Et puis, en obtenant les fiches techniques, de certains spectacles montés à Vidi, en fait, c'est incalculable, incalculable dans le sens que je ne pouvais pas le calculer, je ne pouvais pas me représenter parce qu'il faudrait pouvoir aller jusqu'au régime spécifique de chaque technicien. Est-ce qu'il est vegan ou est-ce qu'il est carnivore pour pouvoir faire un bilan qui est réellement quantifiable. Et puis du coup, vu que c'était trop compliqué, je me suis dit bon ben, je vais surtout en fait essayer, enfin commencer par moi et faire un spectacle qui est le plus petit budget technique possible. Parce que très vite, les interactions sont justement trop compliquées. Je ne voulais pas m'entourer d'un ingénieur qui puisse me dire, voilà, bah, en fait, on va faire une étude, une étude énergétique d'une pièce de théâtre. Et du coup, je me disais, bon, je vais me poser des règles pour arriver seul sur scène et avec des matériaux uniquement recyclés et tout abaisser, faire avec moins. Faire plus ou faire mieux avec moins. Donc ça, c'était sur l'émeute. On voit un petit monticule de terreau, terreau qui provenait de Suisse, en fait. C'était un terreau que j'achetais, je crois que sur les 4 ans de production du spectacle, j'ai acheté 2 fois du terreau et puis que je réutilisais comme ça pour montrer l'effondrement dans la situation de l'île de Pâques. Donc là, je matérialisais l'île de Pâques. Et puis en fait, ça permet de vous représenter peut-être un petit peu l'idée de faire du théâtre à main nue, c'est-à-dire avec des effets spéciaux hyper
cheap, quoi, un sac de compost, ben, tout d'un coup, on fait une île. Et vu que le comédien dit que c'est une île, qui commence à spatialiser, à croire à cette île, le public, il le ressent comme un effet spécial 3D qui est incroyable. Donc, c'était une démonstration qu'il n'y a pas besoin d'une démesure de technique et de technicité. Enfin, il y a pas besoin justement de beaucoup d'achats techniques pour faire quelque chose qui soit d'une grande technicité au niveau de l'imaginaire. Ça se concrétisait dans le spectacle avec 4 engagements concrets. Un sur l'alimentation, tant ma technicienne qui m'accompagnait sur la tournée du spectacle, que le metteur en scène pendant la production et l'élaboration du texte des répétitions, tout le monde était, végétarien et locavore. La mobilité, c'était la même chose, on était, exclusivement sur du train, et de la mobilité douce. Consommation électrique, je me suis limité à 2000 watts. Et puis la scénographie et les costumes, là, je dirais que oui, tout a été recyclé en fait. Il n'y a pas eu de nouveaux achats. Alors en même temps, ça, c'est des choses qui étaient pratiques au niveau de l'élaboration du budget, par exemple. Vous savez que la culture peut parfois coûter cher. Et là, c'était assez intéressant. C'était un argument aussi pour les demandes de fonds, de dire, bah, en fait, le 90% de ce que vous allez donner, ça va pour des salaires. Ça va pour des cachets et des salaires. Maintenant, la réalité, c'est que ma technicienne, elle est ferroviphobe. Elle n'aime pas du tout prendre le train, donc on l'a pris 2 ou 3 fois ensemble. Et puis l'autre problème, c'est qu'elle devait de temps en temps amener elle tenait à amener du matériel, le peu de matériel possible. Et puis je voulais pas non plus entrer en conflit avec, ma technicienne sous peine de me retrouver, dans le noir. Le 2e problème, les salles parfois suréquipées. J'ai eu la chance de jouer au Swiss Tech Convention Center de l'EPFL. Et si vous êtes déjà allé dans cette fameuse salle qui est montée sur vérin, qui peut se retourner comme ça pour faire tantôt un gradin et tantôt une scène plate, euh, à l'œil, à la louche, je me suis dit, ben, en fait, juste en faisant la mutation de la salle, il y a probablement la consommation électrique de 10 de mes spectacles. Et je me disais, ah ouais, gros paradoxe, parce que en fait, je leur demande 2 spots, mais en fait, pour mettre leurs 2 spots, ils ont dû faire la salle toute plate et ils ont consommé l'énergie de 10 spectacles. Les contraintes temporelles, ça, c'est l'idée que, ben, en train, parfois pour certaines destinations, parce que je suis quand même allé jouer à Saint-Imier, je suis allé jouer en France aussi, ben, ça peut prendre plus de temps. Là encore, j'ai l'impression d'accuser un peu ma technicienne, mais elle aime pas trop se lever tôt. Et elle ne voulait pas investir 45 minutes de matin de plus. Et du coup, c'était une discussion constante de peux-tu venir en train? Non, je préfère prendre la voiture, j'ai encore des projecteurs à prendre, donc non. Et puis le quatrième, et puis en fait ça pardon, je fais peut-être juste une digression là-dessus. Ça pose toute la question, et Laurent en parle dans son livre, enfin il y a de plus en plus d'ouvrages d'écologie qui en parlent. Comment être écologique de manière écologique? Ou en tout cas, comment, parler d'écologie sans être parfait? Parce qu'on est tous, faillibles, on est loin justement de faire tout juste. On est d'ailleurs dans un cadre qui nous oblige ou qui nous contraint à consommer, consommer des choses. Là, je suis en train de consommer du courant et de l'internet pour vous parler. Donc, il faut pouvoir toujours mesurer, ben, cette idée que, le jeu est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et du coup, moi, je préférais la paix avec ma technicienne, plutôt que forcément être radical, jusqu'au bout des ongles. Ah, il y aura peut-être une visite de mon chat. La quatrième difficulté, c'était le spectaculaire versus l'impactant. Comment est-ce qu'on arrive justement à faire quelque chose qui soit théâtralement, visuellement beau et impactant, sans avoir des débauches d'effets spéciaux? Et en fait, là, la difficulté était plutôt levée. C'est-à-dire qu'au fil des représentations, j'ai trouvé des trucs de comédiens dans le corps, dans le récit aussi pour envoyer en fait des paillettes virtuelles
dans les yeux du public. Et je pense d'ailleurs que c'est la clé et la piste sur laquelle je travaille le plus actuellement, qui est en fait, le spectateur, la spectatrice adore voir le théâtre en train d'être fait. Et donc, j'aime bien montrer les ficelles, faire des changements de costume à vue, faire des changements de voix ou chercher un peu sur le plateau. Donc, pas chercher à cacher la merde au chat. Si on veut, on montre toute la technicité du comédien parce que c'est une dimension supplémentaire à l'imaginaire. En fait, le public, tout d'un coup, il voit comment est-ce que le comédien lui ment, comment est-ce qu'il truque le spectacle. Et du coup, il a une information en plus. Mais ça ne lui enlève pas le truc. Il est quand même content d'avoir le tour de passe-passe. Et ça, c'est un grand enseignement plutôt contre-intuitif parce qu'on se dit, ben, si un magicien il montre son truc, ça va enlever du fun. Et en fait, pas du tout. Au niveau théâtral, le public aime bien qu'on lui montre les ficelles, qu'on lui montre des choses parce que ça fait une sorte de méta-théâtre, ça déconstruit un peu la chose. Je reviendrai peut-être sur l'idée de déconstruction. Ça, c'est le prochain spectacle. Le spectacle va se jouer en mars 2022, puis avril. La création se fera à l'Échandole du théâtre, l'Échandole d'Yverdon-les-Bains, pardon. Je continue ensuite au CPO Lausanne et au Casino Théâtre de Rolles avec ce spectacle qui s'appelle Mercury, qui part d'une intuition. Je suis fan de Freddie Mercury et puis j'étais tombé sur cette citation quand il apprend qu'il est malade du sida et que ses jours sont comptés. En fait, son médecin lui dit ben, dans 2 à 4 ans, vous allez mourir. Je me suis dit, ben, en fait, à un niveau de l'humanité, on est aussi dans une possibilité d'effondrement. Et comment est-ce qu'on sort de scène? Comment est-ce qu'on tolère cette réalité qui est en fait très distante et qui est finale, qui est définitive? Et Freddie Mercury, en fait, il répond d'une manière assez incroyable parce qu'il est déjà dans le processus de tourner la page à une vie, quand même de débauche et d'excès. Et il dit au groupe, en fait, «Moi, je vais rester avec vous le plus longtemps possible pour vous donner le plus possible de musique». Et maintenant, on va arrêter de signer les chansons de Freddie, les chansons de Brian May. On va tout signer Queen. Et je me suis dit, waouh, là, c'est bon, j'ai un symbole qui est incroyable, c'est que Freddie, il a comme tout donné au groupe. Il a pensé collectif. Donc, c'est un des pivots du spectacle, c'est de donner au collectif. Un autre, c'est de quand même faire une réflexion sur l'effondrement, comment est-ce qu'on peut le dépasser, comment est-ce qu'on trouve des racines de l'optimisme, comment est-ce qu'on reste rock. Vous avez peut-être vu en filigrane des parties du répertoire de Queen. Il y a une chanson qui s'appelle Don't Stop Me Now, qui est en fait l'idée justement de ne pas s'arrêter. On sait qu'on va mourir, mais comment est-ce qu'on continue à vivre d'ici là? Un autre de mes projets, voilà, ça c'était, là je tourne la page sur un autre projet, ça se fera probablement en 22 ou en 23. C'est une visite guidée du futur imparfait. Ça c'est un concept qui a été proposé cette année, mais qui pour des raisons d'agenda a dû être déplacé. Je fais déjà depuis des années des visites guidées, du patrimoine qui sont semi-improvisées. Je suis vraiment une daube en histoire et du coup, je me base uniquement par ce que je vois, ce que le public voit et le délire ou des références à l'actualité. Donc là, c'était une visite, de Gronson, qui était une visite en plus historique, où avec, mon complice Grégoire Lerèche, on rejouait des scènes historiques médiévales sur les suggestions du public, tout en apportant probablement 10% d'infos réelles et 90% de délire et de décalage. Et puis, inspiré de ça, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire une visite de 2021? Alors, ça sera en 2022, donc je vais parler en 2022. Imaginez, en fait, vous arrivez en août 2022 et moi, je vous traite comme si vous étiez des visiteurs du futur. Je vous dis, mais en fait, vous êtes des habitants de 2100.
Et là, je vais vous faire visiter 2022 pour vous montrer à quel point, à l'époque, ils avaient aucune idée de ce qui les attendait. Et s'ensuit une visite de 2022 pour montrer les aberrations comme le fait que les gens croient encore à la voiture thermique, les ressources sont très peu mutualisées, les gens vivent dans la connaissance d'un péril climatique, mais ils s'en inquiètent pas vraiment. C'est pas à l'agenda politique quotidien. D'ailleurs, petite parenthèse, on a très peu parlé de climat et d'environnement avec le sommet Biden-Poutine. Et puis, c'est du coup une visite qui sert à déconstruire 2022, notre époque actuelle, enfin, par les yeux du futur. Et une enfin, une hypothèse, c'est que ça permet de garder l'optimisme. Parce qu'il n'y a rien de plus déprimant que de parler de 2022 de manière réaliste et de manière en présentant tous les problèmes. Et c'est un grand problème du discours écologiste et des créatifs, c'est comment est-ce que j'arrive à peindre, euh, à dépeindre la réalité de l'urgence sans tirer vers le bas dans une logique de ouh là là, mais en fait c'est un mur beaucoup trop gros. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour construire le pont qu'il faut traverser? Ça, c'est une autre partie de mon engagement. J'ai une petite fille de 20 mois qui s'appelle Éléonore et puis on est allé bloquer, UBS, pour le compte de la grève du climat, je crois. Donc c'est aussi une manière de montrer que, on peut instrumentaliser son bébé, parce que là, du coup, les flics étaient tout sympas avec moi, c'était adorable et je pense qu'une manière de lutter, c'est aussi de rendre le militantisme super fun et super, je vais utiliser ce barbarisme, trendy, un peu à la mode. C'est une idée qui m'est soufflée dans le bouquin de Srdja Popovic sur comment faire tomber un dictateur quand on est seul, pauvre et sans armes, je crois, c'est ça? Et puis il dit, mais en fait, il faut que les mouvements dans lesquels vous croyez, les mouvements militants, deviennent the place to be. Ça doit être tout d'un coup l'endroit cool. Je vois que je parle beaucoup, c'est bien, il y a un timer, c'est super. Je vais continuer et aller un petit peu plus vite. Ça, c'est mon activité avec les arpenteurs, une troupe de théâtre itinérante. Actuellement, on va fêter, enfin la semaine prochaine, on va fêter nos 21 ans à la plage d'Yverdon-les-Bains. Et puis là, c'est un texte qui s'appelle If, l'Odyssée de l'arbre. Vous me voyez à l'arrière en bleu en train de pédaler sur un vélo. À l'origine, on devait fournir toute l'électricité du spectacle en pédalant sur des vélos. Il s'est avéré que c'était irréalisable ou alors il faut vraiment que du LED et puis il faut 6 cyclistes et qui s'essoufflent. Donc du coup, ça ne marchait pas. On a gardé quand même un vélo et on parle beaucoup de la révolution des arbres et c'est une réécriture de l'Odyssée. Euh, voilà, c'est une autre partie de l'engagement, c'est aller dans d'autres compagnies qui ont un peu ces mêmes préoccupations. Le questionnement actuel, ça c'est un peu où j'en suis avec mes questions. Oups, pardon, je voulais juste déplacer pour pouvoir tout lire. C'est comment sensibiliser sans culpabiliser. Ça, c'est ce que j'ai déjà un petit peu traité en digression. C'est comment apprendre à faire la différence aux gens et comment étayer le débat autour de la différence entre responsabilité et culpabilité. Comment parler d'anticapitalisme sans marquer un point goulag? Le point goulag, c'est Hervé Kempf qui le définit comme ça. Vous savez, dès que vous commencez un débat sur Internet, vous pouvez atteindre le point Godwin où quelqu'un va citer quelque chose par rapport à Hitler, le Troisième Reich et l'Holocauste. Le point Goulag, c'est que quand vous avez une réflexion sur les contraintes individuelles ou la limitation des libertés individuelles par rapport à l'écologisme, ou dès que vous avez une discussion sur l'écologie radicale, très vite, on va vous traiter de stalinien. Et du coup, vous pouvez dire que là, vous avez atteint le point goulag. C'est très, très difficile de déconstruire le système capitaliste sans se prononcer anticapitaliste. Et dès que vous vous prononcez anticapitaliste, du coup, vous
vous devenez un paria. C'est très difficile, je pense, par exemple, pour mon père, de parler en termes anticapitalistes, alors qu'il voit toutes les failles du système. Je prends mon père comme exemple un petit peu au hasard pour montrer peut-être une autre génération et une autre manière de penser, même s'il est agriculteur bio et donc il a quand même compris certaines choses. Comment informer en racontant une histoire? Ça, c'est comment éviter de tomber dans le didactisme au théâtre, qui, a priori, tue un peu l'imaginaire. Les pistes actuelles, justement, c'est de faire la différence entre culpabilité et responsabilité, qui, à mon avis, sont 2 termes qui ne sont pas bien définis dans le débat actuel, comme beaucoup d'autres termes. Hem, quelque chose que j'essaie depuis 2 mois, c'est de parler de post-capitalisme. Donc j'évite de dire que je suis anticapitaliste, je fais un tour de passe-passe, langagier pour dire: «Non, en fait, je suis post-capitaliste». Je reconnais complètement les vertus, du capitalisme, qui sont nombreuses, mais j'en reconnais aussi les limites et je cherche à le dépasser. Donc je cherche pas à me battre contre et je pense que ça peut avoir son rôle à jouer de chercher à être un peu plus subversif dans l'utilisation de son langage pour être accueilli d'une manière différente dans le débat. Et puis une petite citation d'un producteur de Hollywood qui disait: «Si vous avez un message à faire passer, demandez à Western Union». C'était pour se battre contre l'idée de faire des films à message. Bien sûr, on sait qu'au théâtre, c'est possible de faire du très bon théâtre. Je pense à Bertolt Brecht, qui a quand même du message. Mais il faut toujours une bonne histoire à raconter à la base. Alors, avec Mercury, par exemple, c'est cette histoire de maladie du sida qui doit nous faire réfléchir sur notre maladie actuelle, notre cancer climatique. J'arrive au bout, encore quelques lectures stimulantes parce que ça vous permet aussi de vous rendre compte dans quoi je nage et puis peut-être que vous me suggérerez aussi des lectures. Je suis en train de lire quelque chose du sulfureux Jordan Peterson, 12 Rules for Life. Lui, il a c'est un psychothérapeute, je crois, qui a fait beaucoup de psychothérapie clinique, qui a une immense expérience, une grosse culture. Je dis qu'il est sulfureux parce qu'il a des positions qui sont assez disputables sur le féminisme et sur le réchauffement climatique. Je pense qu'il est très simpliste sur les solutions qu'il propose. Par contre, son analyse de la complexité immense de la chose est intéressante. Dans son bouquin sur les 12 règles, il remet un peu à la mode l'idée du sacrifice. Et je pense que on est dans un tournant où peut-être que l'euphorie des années 90-2000 qui nous montrait que, bah, en fait, tout est possible, l'individu peut être roi, chacun son smartphone, chacun son profil, on peut se mettre en scène comme ça, on a un accès à l'autre qui est illimité et qui est multifacette et puis en fait on peut tout faire. Les vols low cost démocratisent les voyages. Lui, il remet au goût du jour l'idée du sacrifice. Comment est-ce qu'on peut renoncer à quelque chose dans le présent pour avoir un meilleur futur? Et je pense que c'est une des réponses existentielles et philosophiques à la crise climatique. C'est comment est-ce qu'on arrive à penser dans le long terme. Björn Lomborg, ça c'est un bouquin qui est cité par Peterson, qui s'appelle False Alarm, où il démonte complètement l'urgentisme, le catastrophisme ambiant et tout ça en disant non, la technologie va nous sauver. J'ai été un petit peu estomaqué par ce bouquin parce que je me suis dit waouh, c'est quand même vachement sourcé. Et puis ensuite, je suis tombé sur un article du Guardian qui démontait complètement les arguments de Lomborg, qui dit qu'en fait, c'est les, les citations sont vraiment un peu prises au hasard avec des biais très forts. Et du coup, je me suis dit, ouf, euh, mon combat existentiel est encore valable. Mais ça m'aide beaucoup de lire de temps en temps des bouquins de l'autre extrême, déjà pour comprendre comment est-ce qu'ils débattent et pour avoir des contre-arguments. Et puis pour quand même remettre en question le système de pensée dans lequel je suis, parce que il faut toujours se dire qu'on peut toujours être en train de se gourer. Et quelque chose de beaucoup plus, le troisième ouvrage beaucoup plus concret, le guide du jardin bio, parce que je suis propriétaire
enfin copropriétaire avec mon amoureuse, d'une villa. Alors, n'en déplaise à Laurent, parce que je sais que le modèle de villa est décrié. Ouais, voilà, c'est terrible. Mais par contre, je fais un jardin bio, je fais du compost, j'aurai mes vergers. Je pense que d'ici 2, 3 ans, je serai à 60% autosuffisant, donc c'est pas mal. Et puis, j'avais encore des petites, là, c'est des petits apartés. Ça, c'est des notes pour moi, donc je vais peut-être les garder. Je vous les laisse lire, et puis s'il y a quelque chose qui vous interpelle, on les utilisera dans le débat. Je vous remercie de cette écoute, unidirectionnelle. Comment je retrouve ma souris maintenant? Attends, voilà. Ah oui, il faut que je clique ailleurs. Je vais arrêter de partager, on retrouve nos faces. Et puis je vous écoute pour des questions ou des commentaires. Magnifique. Merci Yvan. Est-ce qu'il y a déjà des questions, des remarques dans le public? Parce que sinon, moi j'en ai plein, donc je vais tout de suite embrayer et puis je vais jamais m'arrêter. Donc n'hésitez pas à intervenir, levez la main ou prenez. Ah oui, parce qu'il faut que levez la main, comme ça il faut que je vous rende la parole que je vous ai confisquée. Non? Alors moi j'ai des questions. Moi j'ai plein de questions parce qu'en fait, je trouve que peut-être en t'en rendant compte, mais j'en doute quand même, ça évoque quand même pas mal de questions qu'on se pose euh, au quotidien et en lien avec l'architecture. Quand tu parles du conflit avec la technicienne et puis de la démesure de la technique au profit et que tu milites pour la technicité, je trouve que ça c'est assez puissant comme analogie. Parce que c'est vrai que construire une maison bioclimatique, par exemple, ça demande beaucoup de technicité. Et ça demande beaucoup même de technicité, non seulement de la part des architectes, de la part des ingénieurs qui doivent intervenir, et puis surtout des habitants qui doivent commencer Ah, Lia, tu auras peut-être une question. Elle se rapproche dangereusement de la caméra. Parce qu'elle fait Et un donc, réglage. ouais. Et donc je trouve que c'est assez intéressant de faire ce parallèle-là parce que il y a il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer pour l'architecture. Et puis quand tu dis qu'il faut montrer la technicité, c'est aussi une question, alors qui varie au gré du débat architectural sur la question de la vérité architecturale. Est-ce qu'on doit montrer les techniques ou enrober tout ça dans des gaines, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu des mouvements où on a commencé à accepter la technique et qu'on l'a montré. C'est-à-dire que c'est devenu même une sorte d'esthétique architecturale, c'est de dire super, il y a des gros tuyaux de ventilation, on va les montrer. Mais c'est vrai qu'on en est resté à une approche où on a tout de suite migré sur l'acceptation de cette esthétique, donc qui intéresse les architectes, sans se poser la question de l'ingénierie qu'il y a derrière et de savoir si avant de montrer une gaine de ventilation, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question de savoir si on pourrait s'en passer? Et ça, c'est une question qui est assez intéressante, c'est de parler de la technique pour ensuite s'en tenir à montrer la technicité, parce que montrer la technique n'est pas montrer la technicité, en fait. Et je trouve que là, il y a un vrai parallèle à faire avec nos domaines. Ensuite, tu parles du futur imparfait qui m'a beaucoup rappelé une animation qu'on a faite de sensibilisation à l'architecture et à l'urbanisme, c'est une animation d'ailleurs qu'on peut encore donner, hein, si jamais, qui s'appelle Les archéologues du XXe siècle. Nous sommes des archéologues et on visite des quartiers avec les enfants en général, en, en les instrumentalisant, la même chose que ta fille, on les déguise, on fait une petite animation et en les embarquant dans l'animation, on raconte que nous sommes venus du XXe siècle et qu'on doit comprendre pourquoi le monde du XXe siècle s'est effrité, etc., et qui s'est délité, et pourquoi on en est arrivé là en essayant de comprendre le début du XXIe siècle. Et donc, on se balade, on va aller chercher à analyser finalement les espaces extérieurs, les buissons, on va se mettre à les manger, puis là, les enfants nous disent non, il faut surtout pas faire ça. Quand on visite un appartement, alors en l'occurrence, c'était un quartier qui venait d'être construit.
Donc, on savait que les toilettes n'avaient jamais été utilisées, donc on allait dans la cuvette des toilettes pour se mettre de l'eau dessus, etc., pour choquer les enfants, mais aussi pour systématiquement leur poser des questions. Mais pourquoi ça vous choque? Pourquoi c'est sale? C'est de l'eau potable, c'est de l'eau propre. Pourquoi est-ce que vous l'envoyez? Puis finalement, on posait des questions qui sont les questions que tout le monde devrait se poser. Et je trouve que c'est exactement ce que tu parlais par rapport aux les yeux du futur, ce décalage qui permet de regarder ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et qui fait qu'une bonne partie de la population aujourd'hui dans le débat écologique est absolument incapable de changer parce que son seul référentiel, c'est le sien. Et puis c'est tout. Si on dit aujourd'hui à quelqu'un l'avion, tu arrêteras de prendre, il hurle au scandale et au fait qu'on atteint à ses libertés individuelles, alors que 6 personnes sur 7 sur cette planète ne prendra jamais l'avion de sa vie et ne l'aura jamais pris. Et c'est vrai que de dire que c'est une insulte ou que c'est inacceptable, une atteinte à nos libertés que d'interdire l'aviation, c'est en fait une insulte à toutes les personnes qui sur cette planète ne la prendront de toute façon jamais, sans se préoccuper de savoir pourquoi ils ne peuvent pas le prendre l'avion, parce qu'effectivement ils ne peuvent pas prendre l'avion parce qu'ils n'ont certainement pas les moyens de polluer comme nous. Et donc il y a une vraie question sociale, une vraie question euh, politique qui apparaît par là. Mais par contre, c'est toujours un peu de la sensibilisation, c'est de la pédagogie, comme tu l'as dit. Et moi, je me demande, parce que c'est une question qui vient, je pense, systématiquement dans toutes les conférences que je donne, et j'en donne pas mal depuis la publication du livre. Encore mardi au Mont-sur-Lausanne, euh, une dame dit, mais est-ce qu'il faudrait pas aller dans les écoles pour parler de ça? Et moi, j'ai un avis maintenant qui est en train de devenir assez anti-pédagogie, parce que je dis, mais le temps de la pédagogie est passé, y compris pour les jeunes. C'est-à-dire, c'est pas une question d'âge. Ça fait combien de temps qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir? Finalement, comme le dit Einstein, la question n'est pas de savoir si on a assez de connaissances aujourd'hui, on les a, les connaissances. Tout ce qu'il y a à savoir est su. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on continue de se dire qu'il faut faire de la pédagogie, alors qu'en fait, c'est peut-être un biais climato-sceptique. C'est-à-dire que c'est une façon de dire il faut faire de la pédagogie, puis une fois que la pédagogie sera faite, eh bien, on commencera à réfléchir à autre chose. C'est un petit peu comme l'incitation, c'est un petit peu comme je crois en la bonté de l'être humain. Le fait de mettre ces postulats au départ, ne sont-ils pas, c'est une vraie question, hein, j'en suis aussi dans des questionnements personnels, ne sont-ils pas des façons de ne pas se poser les vraies questions qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à nous-mêmes, et de se dire, OK, le problème, c'est moi, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est moi. Et puis on dit, voilà, je ne suis pas capable mon empreinte écologique, ok, elle est de temps, elle est inférieure à celle des Suisses, très bien, mais d'un autre côté, j'ai encore un ordinateur portable, comme le faisait remarquer le monsieur Dumont l'autre jour. J'ai encore un ordinateur portable. Alors, comment est-ce que vous pouvez donner des leçons aux gens? Et tout de suite, la responsabilisation devient de la culpabilisation, pas parce que j'ai dit vous êtes coupable de, j'ai dit nous sommes coupables de, voire même nous sommes responsables de. Mais c'est suffisamment considéré comme une agression pour que les gens, ils se déclarent victimes d'une tentative de culpabilisation, ce qui est, pour les enfants gâtés que nous sommes, Mm. absolument inaudible, quoi. Et je trouve que ça montre qu'on a quelque chose d'assez profond en nous-mêmes, qui est quand même assez fort. Et c'est pour ça que la question des imaginaires me parle beaucoup, parce que l'imaginaire, c'est au-delà de tout, c'est au-delà du raisonnement, c'est ancré dans notre psychologie en définitive. Et c'est entré là, dans nos têtes, Dieu sait comment, hein. Ça, c'est peut-être une question qu'il faudrait évaluer entre l'imaginaire que je montre les conférences où il y a euh, un mec avec des chaînes en or, visiblement une sorte de gros rappeur comme ça, habillé avec une doudoune. Il y a une monstre Ferrari rouge derrière et à côté de lui, une femme à moitié à poil qui tient une mallette visiblement pleine de billets, quoi. Et ça, c'est vraiment le- la caricature de ce que l'on recherche, ce que l'on veut et ce que l'on recherche en général. Je dis on impersonnel, mais la très grande majorité, y compris de cette pseudo-génération de jeunes qui veulent sauver le monde, parce que les, 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 les sondages ont plutôt démontré qu'ils ne sont pas ni mieux ni pire, qu'ils ont aussi envie d'aller à Barcelone, et puis que c'est peut-être une bonne raison de voter contre la loi sur le CO2, et puis que ceux qui ont voté contre, de cette catégorie de jeunes, il n'y a que 1%
de cette catégorie qui est la plus anti-loi sur le CO2 qui s'y oppose pour des raisons écologiques en Mm. définitive. Donc en gros, de vouloir créer des catégorisations comme ça, c'est propre aux médias, mais c'est des vrais biais. Et c'est les vrais biais qui cherchent à positiver en disant non mais moi je suis optimiste puisque cette génération va nous sauver. Et donc plutôt que de postuler que non non mais les choses d'elles-mêmes vont changer, et puis par magie du grand remplacement, pour reprendre une litanie d'extrême droite générationnelle cette fois-ci, le monde va se sauver tout seul de lui-même sans qu'on ait à changer nous-mêmes, parce que nous, notre imaginaire nous impose ça. Et donc l'imaginaire est responsable de ça. Et c'est pour ça que je me demande s'il ne faut pas, entre le capitalisme et l'imaginaire, une sorte de double action. Et je trouve intéressant parce que toi, finalement, tu parles d'anticapitalisme, tu vas faire de la désobéissance civile devant UBS en exploitant ta fille. Et je me demande si c'est pas justement ça la synthèse, c'est-à-dire retrouver le rapport de force qui s'est complètement délité avec l'implosion des vrais partis anticapitalistes, quoi. En gros, aujourd'hui, tout le monde est capitaliste, plus ou moins. Mais la question, c'est combien? Et puis tout le monde a accepté le TINA, There is no alternative de Margaret Thatcher, et en même temps l'imaginaire. Donc trouver un rapport de force d'imaginaire, c'est-à-dire Mm. une sorte d'alternative aux Amish de Macron, cette image de mec avec sa poule et sa Ferrari. Il n'y a pas des alternatives quelque part, et des alternatives peut-être aussi à ton potager et ton chapeau de paille, quoi, hein. Donc faut vraiment trouver l'ensemble des imaginaires à convoquer pour que ça fonctionne, mais qu'ensuite, faut non seulement que ces imaginaires existent, faut les construire, mais ensuite, faut les imposer. Ça, c'est un petit peu ma position actuelle, c'est que je me dis, comment est-ce qu'on arrivera à imposer un imaginaire? S'il vous plaît, Monsieur Richardet, pouvez-vous répondre à cette question? Ben, en fait, j'ai l'impression que sur cette dernière lancée, je vois une incompatibilité. Pour moi, c'est pas possible d'imposer un imaginaire. Euh, tu peux réinsister sur un imaginaire ou un récit, comme l'ont fait les grands gouvernements, les grands systèmes religieux aussi, jusqu'à ce que ça vienne un récit. Mais à la base, il faut quelque chose qui soit, je vais utiliser un symbole, mais dans le cœur de l'humain pour que ça puisse pousser. Et en fait, dans le cœur de l'humain, c'est peut-être dans ses biais cognitifs, dans son intuition, dans un terreau de référence qui fait que il peut y croire, il peut adhérer. On peut pas croire à une histoire si elle est complètement extraordinaire, dans le sens qu'elle échappe à tout repère potentiel. Si un extraterrestre qui est basé sur un organisme basé sur de la silice, par exemple, commençait à nous raconter une histoire en français, on ne la comprendrait, on pourrait pas comprendre. Donc, euh, je dirais que c'est dans la multiplication et dans la diversification, vraiment, il faut croire dans cette idée de semer des nouvelles graines, de la biodiversité de nouveaux récits euh, pour que, pour que ça fomente, que ça soit justement subversif. Moi, j'avais été énormément impressionné par une conférence gesticulée de Franck Lepage, que tu connais peut-être, que tu connais Oui, sans doute, qui parlait de la différence entre la provocation et la subversion, en parlant en plus d'art contemporain. Et il disait, la plupart de l'art contemporain, c'est de la provocation. On pisse sur des spectateurs ou on expose, on va exposer un phallus géant, mettons. Je prends des exemples qui sont imaginaires. Euh, Quoi qu'en pisser sur les spectateurs, ça se non, fait. ça, je pense que je Désolé, serais capable, moi. encore bon appétit, hein, au les cœurs. Euh, et ça, s'il n'y a pas de sens, si c'est pas basé sur quelque chose, c'est de la pure provocation. Maintenant, il faut justement viser une subversion, c'est-à-dire on a d'abord le message et ensuite on étudie la forme. Ça fait peut-être le lien avec ta question de la technicité versus technique du début.
en théâtre, il y a eu ce mouvement un peu du théâtre postmoderne. Si vous êtes retourné dans des théâtres un peu contemporains ces 5 dernières années ou ces 10 dernières années, je suis prêt à parier, parce que j'avais fait un bingo, j'avais fait le loto du théâtre contemporain, que vous avez entendu beaucoup de sonos. Tout d'un coup, une sono qui est trop forte, des infrabasses ou des ultrasons. Vous avez eu des écrans. Vous avez eu tout d'un coup le technicien qui vient jouer un rôle, voire jouer son propre rôle. Vous avez eu quelque chose avec de la visioconférence ou des écrans ou de la technique ou des micros. Et puis, j'avais fait un bingo comme ça parce que c'est normal, avec la démocratisation des moyens techniques, les artisans du spectacle se sont dit: «Waouh, on peut faire du théâtre avec ça», et on s'est complètement perdu dans la technique, dans la forme, parce qu'on s'est dit: «Ah, on va révolutionner le théâtre, on va faire du méta-théâtre et on va détruire le cadre, le rapport au spectateur et tout», et on est arrivé dans certaines extrêmes où on a plus de fond. On n'a plus du tout de message. On a juste une réflexion sur le théâtre. Et parfois, ça vous arrive peut-être encore de lire des intitulés de spectacles où vous ne savez pas de quoi ça parle, mais vous savez que le praticien s'interroge beaucoup sur le rapport entre réalité et fiction. Je pense que le rapport entre réalité et fiction, allez, je vais être méchant, mais je pense qu'il boucle 50% il règle 50% du théâtre actuel. Moi, j'adorerais m'interroger sur cette passionnante thématique, mais j'ai l'impression qu'avec l'urgence climatique, on a d'autres chats à fouetter. Je fouette un nombre incalculable de chats aujourd'hui. Et ça revient peut-être à ta question sur la pédagogie. Est-ce que c'est encore le temps de la pédagogie? Moi, je pense que c'est le temps de tout. Il faut encore tout essayer, c'est-à-dire il faut essayer de faire de la pédagogie et faire des jardins communaux et faire des actions avec Extinction Rébellion et écrire des courriers des lecteurs, parce que ça va assurer justement une biodiversité de nouveaux récits et de nouveaux imaginaires. Et puis peut-être pour finir, avant de te repasser la parole, je suis un lecteur de La Décroissance, le journal, la revue française. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, parce que je trouve parfois qu'ils sont vraiment tellement radicaux qu'ils vont encoquiner Dominique Bourg, qui pour moi est vraiment de bonne volonté. Mais chaque mois, ils font un exemple de gens qui vivent de manière décroissante, imparfaite, mais de manière décroissante. Et je me dis, en fait, c'est souvent ces articles que je lis en premier, parce que c'est des récits très ancrés dans le concret, très ancrés dans le réel, des exemples plus ou moins vertueux, plus ou moins sexy aussi, plus ou moins affriolants, pour se dire, ah ouais, en fait, ça marche. En fait, je peux vivre sans congélo. En fait, je peux acheter tout sur un Ibis, ou je peux boycotter les grandes surfaces pendant 5 ans, quoi. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais je pense que tu auras des relances. Certainement, si d'autres n'en ont pas, vous Est-ce avez qu'on m'entend? des questions? Oui, Oui, Benoît, oui, oui, formidable, mon micro qui marche. D'abord, bonjour à tous et merci à vous deux pour vos interventions. peace, peace. Ouais, moi, je reviens un peu sur ce qui a été dit, mais je m'interroge beaucoup parce que j'ai essayé de convaincre des gens. Donc moi, je pense que je fais partie du clan des pédagogues. Et puis, dans la période où, grâce à Tribu, j'ai pu toucher pas mal de monde, et dans cette même période, j'étais membre d'Extinction Rébellion, donc je baignais dans un monde de gens qui étaient convaincus. Et donc, j'étais moi aussi convaincu, comme je te cite, Laurent, tout ce qu'il y a à savoir est su. Mhm. Depuis le début du confinement, je me suis un peu retiré de ces mouvements-là pour l'instant. Et puis, mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a énormément de gens qui ne savent pas encore, simplement. Je cause encore régulièrement avec des gens qui pensent que le réchauffement climatique actuel, c'est un cycle naturel et puis que c'est normal, puis qu'il n'y a pas de danger, quoi. Ouais. Et des gens qui sont des politiciens aujourd'hui, pour la plupart, Mhm. tu vois. L'autre jour, il y avait un article dans le ID.news, et dans l'article, il disait tout le monde est au courant et ceux qui ne le savent pas, ils sont en quantité négligeable. Mhm. Et moi, j'ai peur qu'on pense que c'est vrai, parce qu'en fait, à mon avis, c'est faux, mais je ne sais pas comment le quantifier. Mhm. Donc, je pense qu'il faut, moi, j'aimerais continuer à partir sur le lien pédagogique et à continuer à causer avec les gens. Et donc, j'avais une question à laquelle, Yvon, j'ai espéré que tu répondes, mais j'ai eu que la moitié. C'est comment on sensibilise sans culpabiliser? Parce que c'est ma grande question. Parce que quand on commence à parler avec des gens et que effectivement tu crées ce sentiment de je ne veux pas écouter ce qu'il
me dis ce gars-là, ben, tu as beau avoir tous les arguments que tu veux derrière, ça sert à rien. Et alors j'entends bien un truc très, très cool, parler de post-capitalisme plutôt que d'anticapitalisme. Il y a sûrement des astuces comme ça de langage à trouver. Mais si je reprends par exemple l'autre exemple que tu as donné où tu dis, ah oui, on va dire qu'on vient de 2100 et on rend visite aux gens de 2021 et on leur dit, ah, vous vous rendez compte, en 2021, les gens ils croyaient encore à la voiture thermique. Ben là, tous les gens dans ton auditoire qui croient encore à la voiture thermique parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'il y avait un problème, ils culpabilisent, à mon avis. Et c'est ma crainte. J'avais commencé à vouloir écrire une mini-pièce, moitié écrite, moitié impro, pour raconter un peu ma lutte, puis pour expliquer à quel point elle est frustrante, cette lutte. Et en fait, j'ai beau tourner mon texte dans tous les sens. Si j'explique aux gens que ma lutte est frustrante, c'est parce que les gens sont cons, puis voilà, quoi, quelque part, tu vois. Et donc, je reviens sur cette question, c'est comment on les sensibilise sans les culpabiliser. C'est ce qui m'inquiète, parce que je suis convaincu qu'il y a plein de choses à faire, mais je pense que sensibiliser et informer, ça reste quelque chose qu'il faut faire, et il faut pas... voilà, bref, voilà. Je parle trop. Non, c'est super. Et je pense que tu as bien défini un questionnement qui est immense et existentiel dans ce débat. Un élément de réponse peut-être, parce que je pense que je suis pas au bout du truc, c'est avec l'émeute où la première version du texte était justement très donneuse de leçons, didactique ou comme ça. J'avais même fait un filage où je crois que filage, c'est on peut avoir encore un bout de texte en main, le mettre en scène, mais on file les scènes les unes après les autres. Et j'ai jamais été aussi mal sur scène parce que je me rendais compte que j'avais l'impression d'être un prof, un méchant critique qui lance son fiel sur l'humanité et qui perçoit qu'il a aucune chance. Il a aucune chance de convaincre. C'est inutile. Et j'étais sorti très mal de là. On avait rediscuté avec Thierry Romanence qui faisait la mise en scène. Et puis il m'a dit, ben voilà, je suis content, tu en es au point où maintenant tu dois mettre plus de toi. Et moi, depuis le début, je refusais de trop parler de moi parce que ça me paraissait égocentrique, nombriliste. C'est une dimension qui m'intéresse pas du tout dans le théâtre contemporain, de partir de l'autofiction comme ça. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il voulait vraiment dire, qui était de partir de mon point de vue et de mon interrogation complètement authentique. Donc, pour éviter de culpabiliser quelqu'un, je pense qu'il faut très rapidement partager et accueillir son émotion immédiate sur quand il entend ça, en fait, il sent ça. Quand il entend que la voiture thermique, c'est de la merde et qu'il se rend compte de l'immensité de la tâche et tout, qu'est-ce que ça te fait? Parce que, sache-le, moi, ça me le fait aussi. Et c'est pas genre, moi, ça me l'a fait quand j'ai découvert. Ah oui, j'ai lu Pablo Servigne. Ah, mais pendant 2 mois, j'ai eu mal au ventre. Non, je continue à avoir mal au ventre. Et c'est pour ça que je t'en parle. Et c'est normal quand on ait mal au ventre. Et en fait, le souci, c'est d'ailleurs que les gens ne veulent pas avoir mal au ventre, donc ils se réfugient dans une attitude de déni et de carapace. Donc, ayons mal au ventre et ensuite, on va dépasser ce truc et on va le dépasser ensemble. Mais je pense que, et c'est lié aussi à Mercury, je note des bouts de phrases parce que je suis dans l'écriture. L'autre jour, je relisais un papier sur son rapport à l'homosexualité, quand est-ce qu'il a perçu qu'il était homosexuel, comment c'est pas du tout traité de manière extrêmement prégnante dans le film Bohemian Rhapsody. Et je me disais, en fait, comment est-ce qu'on arrive à faire son coming out écologique ou son coming out collapsologue? Et aussi, c'est un coming out de mort. C'est-à-dire que c'est parce que la mort philosophique, elle est évacuée de notre quotidien. Moi, ces 6 derniers mois, j'ai pas fait un seul enterrement. Alors, vous me direz, bon, la pandémie et tout, mais c'est très rare que je fasse plus de 2 enterrements par journée, par année. Ouais, Wow, lapsus. étonnant. Pensez à tous ces moustiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une disparition de la mort et du coup, ça devient un tabou. Ça devient un truc qu'on a envie de mettre à distance. Et au niveau symbolique, du coup, on n'a plus envie de voir notre propre mort, la mort du système, une mort possible de l'humanité, et ça devient inaudible. Donc, c'est douloureux, mais il faut qu'on ait cette conversation pour se mettre mal au ventre.
Bon appétit. Ça répond, Benoît? Écoute, peu oui, ça me donne pas mal de pistes très intéressantes. Et bah ouais, je te remercie. Je vais y réfléchir encore. Ouais. Ouais, on se réjouit de voir ce spectacle, dis donc. Mais après, ça C'est- donne… Pardon, je Ouais. complète un peu. Parce qu'au quotidien, moi, je choisis aussi où est-ce que je vais mettre mon énergie. Je ne vais pas pourrir des repas de famille parce que tout d'un coup, on insiste 3 fois sur « tu veux du gigot ?» alors que j'ai dit « non, non, ça va, je vais prendre des légumes ». Il faut pouvoir avoir cet équilibre entre avoir raison et avoir la paix. Donc, des fois, on a juste envie d'avoir la paix. Puis Ah, j'ai entendu une Non, citation. Non, c'est bon. c'est Calix qui disait j'ai mal au ventre parce que j'ai mangé trop de gigot. Gâteau. Gâteau. Trop de gâteau. Alors, des fois, moi, je cadre très simplement pour savoir si l'énergie que je veux mettre va en valoir la peine. Aux Arpenteurs, on a une dramaturge qui habite Genève et on bosse souvent à Yverdon-les-Bains. Et du coup, elle fait tout en voiture. Et je lui dis, mais il y a un direct. Moi, je peux te prendre à la gare si c'est ça. Si c'est une question financière, j'ai l'impression qu'on peut renégocier avec la compagnie. Mais surtout, est-ce qu'il y a une manière que je pourrais t'amener à prendre le train? Donc, je cadre vraiment en disant, est-ce que je peux te faire changer d'avis? Et elle me dit non. Puis je dis, OK, pas de souci. Et en fait, maintenant, je sais que je ne vais pas perdre de l'énergie avec ça, mais je sais aussi que ça la travaille parce qu'elle chaque fois, je l'ai déjà entendu avouer à quelqu'un qu'elle était venue à Lausanne en voiture depuis Genève et tout, sans oser me l'avouer, sans oser le dire en plein homme. Et je me dis, elle fait son chemin. Après, si c'est de la culpabilisation ou de la responsabilisation, C'est le cas? en fait, ça, c'est son problème au bout d'un moment. La distinction, en fait, c'est le problème de chacun. C'est aussi un peu le même débat qu'il va falloir avoir par rapport à la victimisation et à la reconnaissance d'une agression. Je peux très bien ressentir que j'ai été agressé sans me considérer en tant que victime sur le long terme. Je peux me dire, oui, sur le moment, c'est chiant, mais maintenant, je ne suis plus une victime. Je prends la responsabilité d'écouter ça et du coup de tourner la page ou d'entrer dans le débat ou de vraiment chercher à changer la situation. Mhm. Mhm. Je vois Lia qui a une question. Oui, Lia, nous t'écoutons. Oui, moi, je ne sais pas si c'est possible de savoir quel type de public va voir tes spectacles, si c'est un public justement qui a envie d'entendre ce qui… de se conforter dans ses idées. Est-ce que justement, c'est des gens qui viennent parce qu'ils veulent s'ouvrir l'esprit? Est-ce que tu as un retour là-dessus? Ouais, effectivement, est-ce qu'on prêche des convaincus ou pas? Si je voulais mesurer ça, je pourrais me dire une fois, OK, je fais un spectacle où il faut qu'il y ait au moins 5 personnes qui quittent la salle. Puis je me dirais: «Ah, là, je suis peut-être allé assez loin et tout». Même si ce serait pas non plus une très bonne manière de viser la qualité. Je dirais pour les places payantes dans les théâtres institutionnels, je me fais pas trop d'illusions. C'est plutôt des gens qui s'intéressent à la thématique et viennent voir ce que j'en ai fait. Il y a peut-être une partie de gens qui venaient voir Yvan Richardet qui fait de l'humour et puis tout d'un coup ils se disent: «Ah mince, OK, ah ouais, c'est quand même assez sérieux et tout». J'ai eu des échos de gens, de potes, de vagues connaissances qui avaient été surpris et qui du coup, adhéraient pas trop aux propos de base. Encore plus à l'extrême, il y a les festivals écolos, parce que j'ai pu tourner ce spectacle dans des festivals. C'est cool, mais là encore, je prêche des convaincus. Ça ne veut pas dire que c'est pas inutile, parce que je demandais des fois en discutant à la fin, bon, j'imagine que vous connaissez la plupart des infos que je vous ai transmises, et les gens étaient tout contents de dire, mais en fait, de les réentendre d'une autre manière, par une autre voix, mis en fiction, c'est cool. Ça donne d'autres clés justement pour convaincre, pour en parler, pour faire son coming out ou comme ça. Et à l'inverse, peut-être le public le plus hostile, c'est les scolaires. Donc là, j'ai eu la chance avec l'émeute dont on revient au débat sur le didactisme ou la pédagogie. Dans les scolaires, là, dans les questions d'élèves, tout d'un coup, c'était
ça pouvait être assez questionnant sur les fêtes. Oui, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on fait tout feu? C'est quoi vos solutions quand même plus concrètes? Ou alors, d'une manière extrêmement bienveillante, naïve et touchante. Un élève de 11e, je crois, non, de 11 ans, je pense, il devait être en 8 ou 9e, qui disait, mais alors, la piscine de mes parents, il faut en faire quoi? Et puis je lui ai dit, ben, tu peux en faire un jardin, tu peux faire un étang naturel. Bon, il faut une grande surface, enfin, il faut un équilibre biosystémique, mais tu peux en faire un jardin d'hiver ou bien un, un- un- comment on dit, pour conserver les légumes, un Ah oui, un cellier réfrigérateur du genre. Ouais. naturel. Ouais, c'est pas tout à fait un cellier, on le fait en pleine terre. Je me rappelle plus Mhm. comment ça. On peut le faire Oui, dans n'importe quel jardin en fait. il faut recouvrir de terre alors à ce moment-là. C'est ça, Mhm. exactement. Faut le recouvrir, ça demande un architecte. Mais toujours est-il que je dirais que les classes et les scolaires, c'était là le terreau où je me disais, ah ouais, je fais vraiment je les prends à un bon moment parce que je les prends à un moment où ils n'ont pas encore de compte à l'UBS, ils ne sont pas encore liés avec une hypothèque et puis ils n'ont peut-être pas encore ce rêve de partir toutes les années en vacances à Punta Cana, quoi. Euh, mais après, oui, idéalement, j'aimerais aller faire ce spectacle devant, devant des politiques, quoi. Euh, et des politiques de droite, il faudrait. Alors, j'espère, j'ai j'ai vu qu'un récent candidat à la municipalité UDC d'Yverdon, il était fan de Freddie Mercury. Donc, peut-être c'est une porte d'entrée. Là encore, pour moi, il y a une biodiversité des, des médias à pouvoir amener, et des sujets, en fait. Amener le débat sur l'écologie via Freddie Mercury, mais peut-être aussi via Kardashian, peut-être via je sais pas, le tuning, enfin, parce qu'en fait, ça aide à déconstruire le monde. Puis ça, c'est vrai que c'était une petite note que je m'étais donnée. Peut-être qu'on ne mesure pas encore l'impact que des bouquins comme Sapiens de Harari vont avoir ces prochaines années, parce qu'ils déconstruisent le rapport au monde. Ben, j'ai des potes qui reviennent après avoir lu ce bouquin avec un recul et une distance par rapport aux choses qui permet de se dire, ah ouais, le long terme, c'est ça, ah ouais, en fait, la planète, c'est ça, la responsabilité, c'est ça, et puis on peut avoir un impact. Tout à Mais fait. pour répondre, pour clore la réponse, effectivement, c'est toujours dur d'atteindre des nouveaux publics. Je peux difficilement leur imposer de voir mon théâtre. Et puis, a priori, on prêche des convaincus, mais qui vont peut-être en convaincre d'autres. Et puis, encore une anecdote qui, je pense, m'a exempté de. Enfin, maintenant, je peux mourir. C'est une collégienne est revenue à une représentation publique, non, c'était une gymnasienne, à une représentation publique de l'émeute, et dans le temps de questions à la fin, elle a dit ah ben moi j'ai fait mon travail de maturité inspiré d'une représentation scolaire qu'on avait vue de l'émeute, et du coup on a parlé de durabilité et de décroissance à toute la classe. Et moi je me disais bon, bah c'est bon, qui sauve une personne sauve le monde. Dans le sens où c'est super. Ça veut dire que le spectacle, il a atteint un objectif que je ne m'étais même pas fixé, quoi. Mhm. Oui, David, tu as une question, c'est ça? Oui, non, non, c'était pas une question, c'était pour rebondir par rapport au public et à l'utilité aussi de ce genre de spectacle. Moi, je trouve qu'une des utilités tant du spectacle Émeute que des conférences de Benoît, c'est de sortir du domaine privé et professionnel des discussions. J'ai deux exemples. Un, c'est par exemple la conférence de Benoît. Moi, j'ai des connaissances qui amènent leur famille à ces conférences pour pouvoir sortir de la confrontation privée entre papa, maman, etc. Et ça donne des résultats. Enfin, moi, j'ai un ami, ses parents, ils ont vendu, depuis la conférence de Benoît et Dominique Bourg, ils ont vendu une maison, non, ils ont vendu voiture, ils sont passés au tout vélo, alors électrique, bien sûr, mais il y a un réel changement aussi dans leur vision de la société. Et pour rebondir à la question de l'IA, moi, j'étais à Orbe à une de tes présentations, et j'étais amusé de voir avant le spectacle, parce que tout le monde était là bien 1 heure avant le spectacle,
il y avait des groupes où on voyait que c'était intergénérationnel et il y avait, moi je sentais un effet cheval de Troie, c'est-à-dire je t'amène voir un spectacle, mais il y a une intention derrière, c'est d'amener un débat en évitant le piège du débat à table en famille, et bien de sortir, de voir d'autres gens. C'est aussi différent que lire un bouquin ou voir une conférence sur Internet, c'est qu'on assiste à un moment tous ensemble, à un discours qui est donné par une personne en chair et en os. Et je trouve que ça change aussi radicalement la façon dont on parle après. Complètement, complètement. Et moi, je reste avec cette idée, je crois, qui est citée dans Popovich, justement, où il dit, mais en fait, les mouvements sociaux, le militantisme, c'est extrêmement frustrant parce qu'on ne va pas voir le résultat, on va peut-être pas voir le résultat de ce qu'on est en train de semer. Et en fait, le monde est en train de changer. Peut-être qu'on assiste. Alors, Benoît, j'entends complètement ton scepticisme. Les gens, enfin, on a peut-être encore 80% des gens qui sont peut-être climato-sceptiques. Ce qui est important, c'est que les 3% qui décident changent tout d'un coup. Et c'est horrible de dire, ouais, mais 3% qui décident, oulala, le mec est un dictateur. Mais en fait, c'est les hiérarchies et c'est comme ça que ça marche. Pour le moment, on n'a pas réussi à faire fonctionner un meilleur système. Idéalement, démocratie participative, puis on parviendrait à un idéal, mais il faut pouvoir gérer ces 3 ou 5% ou que sais-je, mais vous voyez l'idée. Tu voulais Euh, intervenir, Laurent. Oui, moi, ce que je trouve assez intéressant, parce que si on compare l'émeute à la conférence de Benoît, il y a un peu deux questions. Il y a un contenu, c'est-à-dire on doit donner une information, une connaissance ou construire finalement tout un savoir ou faire passer tout un savoir. Et puis ensuite, il y a une dramaturgie, et je trouve que c'est assez intéressant que d'être conscient de ça. Moi, par exemple, j'ai beaucoup conscientisé, et Frédéric qui nous écoute l'a peut-être vu à Renan. C'est un petit peu une méthode où il faut être assez froid dans certaines choses, puis il faut pas commencer à faire des petits gags, des petits jeux de mots. Faut donner un peu d'effet, un peu cracra. Et puis tout d'un coup, faut être très affectif. Faut faire un petit peu de violon comme ça pour faire croire que. Il faut aussi terminer avec des options qui sont avec une attitude qui est peut-être très engagée. Faut parler plus fort, faut rapprocher le micro quand on en a un, faut asséner des trucs, faut dire qu'on est déterminé comme ça. Et j'ai testé ça mardi, j'ai trouvé ça vraiment, mais parce que je leur ai dit des choses, j'étais un peu énervé. C'est une soirée, comme souvent d'ailleurs, je dois faire très attention à cadrer mon énervement parce qu'il faut en entendre des conneries, quoi. Je ne vais pas dire qui, puisque la séance est enregistrée et qu'on va la mettre sur Internet. Mais je me suis retrouvé avec des gens qui disaient des choses qui sont mais insupportables, quoi. Et en même temps, on peut leur répondre des choses toutes gentilles, toutes sympas. Mais quand il s'agit de conclure, il faut construire un discours qui est un discours très engagé, à mon avis, très positif. Et peut-être qu'il y a une différence dans les termes. Quand tu parles d'optimisme, moi je pense qu'il faut être positif. Mais l'optimisme, c'est déjà un jugement de valeur, alors que la positivité, ben ça, on est maître de sa propre positivité. C'est-à-dire, il faut dire un peu l'esprit formidable de l'ancien conseiller fédéral, Adolphe Guy. C'est ça. Formidable, on va faire, voilà ce qu'on va faire. Et puis on ne sait pas ce que ça va donner, mais on y va, youpi, allez, on y va. Et finalement, ça, je l'ai fait d'une façon, mais limite caricaturale mardi. Ceux qui iront voir cette conférence pourront témoigner sur Internet, pourront témoigner. Et à la fin, j'ai eu 3 personnes, et c'est un record, qui sont venus me dire « Ah, vous m'avez requinqué et tout », alors que j'avais parlé de la mort quelques minutes avant de faire « Formidable, mon Adolphe Guy ». Mais le fait de dire « Allez, on y va », et puis vraiment, mais de façon caricaturale, ça aide. Donc, je me demande s'il ne faut pas travailler sur cette dramaturgie et puis donner des cours. Là, je m'adresse à toi, Yvan, pour toutes celles et ceux qui vont aller donner leurs conférences avec leurs diapositives, etc. C'est de dire comment est-ce qu'on doit construire, hein, comment est-ce qu'on doit amener un truc, travailler sur le rythme, travailler sur les énergies, travailler sur les moments un peu tristes, des moments un peu forts et tout. Puis finalement, le contenu, c'est une chose, mais le travail aussi d'ailleurs pour apprendre à se contenir, hein, parce que moi c'est le truc, et pourtant j'ai fait pas mal d'impro, quoi, 25 ans d'impro, n'arrive pas
à me faire prendre le recul nécessaire pour pas en foutre des coups de boule à certaines personnes quand elles posent certaines questions. Complètement. Donc, pour répondre très concrètement, j'ai donné des cours à un groupe des Verts à Yverdon en débat, en fait, en déconstruction et en technique de débat. Et on parlait justement de storytelling. C'est marrant parce que elles et eux y allaient un petit peu à reculons en disant ouais, mais bon, raconter des histoires. En fait, là encore, on a un problème de définition. L'émotion dans le discours, c'est vital. L'émotionnel, c'est le discours, c'est vital. Et après, on a des remarques pour la campagne sur les phytos, par exemple. Ah, mais oui, je trouve que cette campagne est beaucoup tombée dans l'émotionnel. Mhm. Et j'ai envie de dire, mais what did you expect? Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'à un moment donné, quelqu'un dise, oui, cette campagne est quand même remarquablement placée sous le signe du rationnel? C'est normal. La rhétorique, c'est le pathos, l'appel au pathos. Bien sûr, l'appel à la raison, mais on fait des effets de manche et on veut convaincre parce que, Laurent, tu le sais aussi, on est imbriqué en tant qu'être vivant dans des biais cognitifs immenses. Alors, soit on les apprend, on prend le bouquin de Rolf Dobelli sur les biais cognitifs, on prend le bouquin de Hervé Baillargeon sur l'autodéfense intellectuelle, on apprend toute l'idée de contrer des paralogismes, on devient extrêmement rationnel et du coup, je vous le dis déjà, les prises de parole, elles prennent après entre 15 et 20 minutes parce qu'il faut pouvoir analyser la pensée de l'autre, développer et tout. Si vous voulez faire un passage télé, ayez une histoire à raconter, ayez un symbole. Et puis, ça revient, je reviens sur Mercury. Pour moi, c'était, quand je disais, en fait, tout d'un coup, il donne tout au collectif, il accepte sa mort. Le mec, il accepte sa mort, il accepte de disparaître, il accepte de tourner la page à sa vie munichoise, faite d'héros et de débauches. Et puis, il se dit, mais en fait, j'ai vécu, maintenant, je vais dépasser, le spectacle continue sans moi. Et de toute manière, qui veut vivre, voudrait vivre pour toujours, Mhm. comme il dit dans C'est ça, dans Highlander. sa chanson, ouais. Donc, l'émotionnel, oui, c'est vital. Trouver des mythes ou des nouvelles mythologies, ça revient à créer des nouveaux récits, c'est vital. Et en même temps, de l'autre côté, les conférences de Janko, bon, lui, il met des petits gags, des petits trucs, mais les conférences de Jancovici, elles sont hyper suivies, elles sont hyper respectées, alors qu'il aligne les faits. Alors lui, il arrive avec un côté des fois très froid, très science exacte, science dure, pas toujours juste. Et puis bon, il a quand même un biais sur le nucléaire. Mais alors après, il raconte quand même des histoires parce qu'il fait des analogies, il fait des métaphores, parce que sans les métaphores, on ne comprend rien. Notre langage, il est fait de métaphores. Et puis du coup, je vous en raconte une, comme ça c'est le petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je suis tombé sur cette anecdote, je vous dis à la fin qui la raconte. J'écoutais un podcast et le mec raconte l'histoire de Kinkinatus. Kinkinatus, c'est un empereur du 4e siècle, 4e siècle après Jésus-Christ, ou 3e siècle, ou 2e siècle, voilà à peu près. Il est d'abord consul, proconsul, puis son fils est pris dans une sombre affaire juridique. Il doit payer une amende et du coup, il se dit, bon, la politique, c'est fini pour moi, je me barre, ça tombe bien, j'ai un domaine agricole, je vais cultiver mon champ. Il commence à labourer, à cultiver son champ en autarcie et tout. Au bout d'un moment, à Rome, c'est la monstre merde. Les sénateurs viennent trouver Kinkinatus en lui disant toi seul peut sauver la République. Reprends, tiens, et ils lui tendent les attributs du dictateur. À l'époque, il y a ce rôle qu'on peut avoir de manière temporaire qui est le rôle de dictateur. Et puis, Kinkinatus, il a encore la charrue dans la main. Et il dit non, mais non, il faut que je sème, là, je peux rien faire.
Les sénateurs argumentent. Au bout d'un moment, Kinkinatus se tourne vers sa famille, lui dit je vais devoir. Ok, je dois y aller, quoi. Rome a besoin de moi. Un besoin suprême a besoin de moi. Il prend l'anneau qui lui donne tous les droits. Il prend la toge, les attributs de dictateur. Il nomme son meilleur pote général des armées. Il repousse les envahisseurs, parce que c'était des invasions barbares, en 2 semaines. Et du coup, après 2 semaines, il a tous les pouvoirs. Les sénateurs lui disent « Restez, continuez, parce qu'au niveau économique, ça va être super et tout ». Kinkinatus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'anneau, il le pose, il dit « Merci, j'ai un champ à labourer ». Il va, il tourne, il cultive son champ. Et 3 ans plus tard, rebelote. Immense mouise dans Rome. Cette fois, c'est des troupes politiques. Il le renomme dictateur. D'abord, il ne veut pas. Il reprend l'anneau et à la fin, il le pose. Quand je suis tombé sur cette histoire, je me suis dit, mais comment est-ce qu'un homme peut décider 2 fois de renoncer à l'anneau de pouvoir? Je suis un fan du cinéma et je me dis, mais métaphoriquement, c'est vraiment, il a tout. Il peut tout faire et il refuse le truc. Et en fait, en creusant, je voyais que Kinkinatus, il était sceptique, mais aussi un disciple non, il était stoïque. Voilà, je recherchais le mouvement philosophique. Il était stoïque. Et du coup, les stoïques, ils sont conscients de la finitude des choses, qu'au bout d'un moment, il faut mourir, que tout est vain et tout, mais tu traces ton chemin, tu fais ton labour, tu fais un peu ce qui te plaît, et puis tout va bien se passer. Mais tu le fais de manière intelligente avec le collectif. Donc, il n'a pas non plus complètement refusé la quête, il est allé faire sa quête héroïque, puis ensuite, il a reposé son truc sans sombrer dans l'hubris. Et ça, par exemple, c'est une histoire où je me suis dit, en fait, ça, je vais la mettre en scène ou je vais la raconter au bout d'un moment parce que cette espèce de sagesse antique qui est en plus basée historiquement, c'est exactement ce qui nous attend ces prochaines années. C'est renoncer, en fait, au pouvoir qu'on a pour rejoindre Hans Jonas. C'est ce devoir de responsabilité par rapport au fait qu'on peut pratiquement tout faire au niveau technique, mais on ne doit pas pouvoir tout le faire parce que la planète, les limites planétaires ne pourront pas le supporter. Oui, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est qui racontait ça? Alors, qui vous pensez que c'est qui? On doit Vous pensez deviner. que c'est qui? Ouais. C'est quelqu'un d'improbable, donc. C'est quelqu'un que tout le monde connaît ici. Célina Maudru. C'est pas Célina Maudru, non. C'est quelqu'un aux États-Unis. C'est un acteur américain. Et c'est Arnold Schwarzenegger. Ah bon? Ouais, on peut toujours chercher. Ce podcast a complètement modifié ma vision mon opinion de Arnold Schwarzenegger. Alors lui, il a aussi tout plein de défauts. Il est clairement croissanciste, mais je pense qu'il a déjà redressé un peu la barre au niveau de la Californie. Toujours est-il qu'il citait avec admiration cette histoire de Kinkinatus. Voilà, bonus. Avant, tu parlais de Franck Lepage. Franck Lepage, il y a un ou deux podcasts ou vidéos sur Internet où il démonte le projet. Pour lui, le projet, c'est... Et nous, architectes, on fait que du projet. Hein. On considère d'ailleurs que le projet et le récit, c'est la même chose. Finalement, quand on fait un projet, c'est qu'on veut se projeter. Donc, on imagine quelque chose. Donc, le projet et l'imaginaire, c'est la même chose. Et ce que je trouve intéressant, c'est que lui, il a une vision du projet qui est très la récupération du terme projet par les administrations et finalement des gens qui ont utilisé le projet comme les architectes ne savent plus le défendre. C'est qu'en définitive, on se satisfait, on se complaît finalement à faire des projets pour ne jamais les réaliser. Ce qui pose la question de l'imaginaire et de l'action, quoi. Hein. Se mettre en action, c'est un autre registre, c'est une autre paire de manches aussi. Réussir à faire un projet pour le plaisir de faire du projet, c'est une chose, mais quand on fait un concours puis qu'on ne le gagne pas, il ne se fera pas. Et nous, on passe notre vie
à faire du projet. Pourquoi? Enfin, moi, c'est un peu un questionnement que j'ai et c'est pas, j'ai pas encore une réponse absolue, mais je me demande si c'est pas simplement parce que c'est finalement assez confortable de pas se confronter à la réalité. C'est-à-dire ne pas se dire, bon, ben, finalement, moi, sur, je sais pas, 100 projets, je n'aurais peut-être réalisé 5, quoi. Et donc, est-ce que ça n'est pas une part d'échec que de réussir à imaginer des choses et à ne jamais les mettre en œuvre me permet de rester dans ma posture assez facile, assez aisée de personne qui travaille dans le tertiaire et qui ne fait rien. Et on est tous dans une position, en Suisse en particulier, où, je sais pas, 75% de la population travaille dans le tertiaire, où on a tellement tendance à planifier, à imaginer des trucs, à légiférer, enfin faire que des choses qui en fait sont des tout petits bouts d'un système, mais qui ne sont jamais l'action. Et ça, c'est un vrai questionnement. Et je ne sais pas si comment on peut faire que cet imaginaire devienne autre chose que juste l'imaginaire, hein. Et quand tu parles de tes interventions, par exemple, à Grandson, etc., est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire du théâtre, un peu comme Auguste Boal le disait, un peu du théâtre de l'opprimé, c'est-à-dire du théâtre action? Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'aller un peu plus loin dans le concret que juste imaginer des choses, raconter des histoires, mais surtout être suffisamment dégagé pour pouvoir rester dans cette posture confortable? Question. Mais le cabinet d'architecte qui gagne le projet, lui, il en fait ailleurs où il gagne pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça, c'est un mode. En fait, l'action, elle est forcément basée d'abord dans l'imaginaire, Mhm. non? C'est ça. La question, c'est pour pouvoir gagner et réaliser une chose, combien faut-il en rater, quoi? Ouais. Je pense que du coup, il faut pas avoir peur des brouillons. Moi, je suis. Et du coup, la finalité pour moi de faire du théâtre, c'est le secret espoir que ça modifie l'esprit des gens, en fait. Et si je voulais aller dans l'hyper concret, en fait, j'ai envie qu'à chacun de mes spectacles, il y ait 10 politiciens qui aient un moyen d'action, qui soit dans le concret, qui soient transformés par le spectacle et du coup, qui modifient leur manière de voir la politique et de l'agir. Ça, c'est l'idéal concret, si on veut. Euh, Parce que mon métier, c'est justement créer de l'imaginaire. Mhm. Ce qui est quand même très, très paradoxal. Je vois Calix qui disait « Je ne peux pas lever la main, mais j'ai une question. Est-ce que c'est encore d'actualité ?» dans le chat. Je crois que maintenant il est occupé. Il est occupé? Là, là. Non, Non, non. je suis là. Ah, il est occupé. Tant pis alors, Je Calix. suis ici. Oh, mais humour. Mais la même chose que sur l'action de Laurent, là, il y a une question qui me venait quand tu parlais des récits des imaginaires. J'ai touché un élève, Benoît qui dit les gens ils partent, ils vendent leur voiture et tout ça. Combien de temps ça dure chez les gens avant que d'abord ils soient pris par un autre imaginaire ou le déni, quoi, simplement. C'est-à-dire soit qu'ils doivent lutter contre eux-mêmes, ils disent non, mais en fait, ça va aller, j'ai le temps, etc. Et puis, ou contre l'imaginaire de Coca-Cola, qui leur dit les ours blancs, ils boivent bien du Coca-Cola, donc ça va. C'est-à-dire, je vois que tu as pas mal de références, de livres, etc. Est-ce que l'impact qu'a l'imaginaire qu'on essaie de créer, surtout quand on fait un théâtre engagé, c'est-à-dire comme avec le spectacle de l'émeute ou comme ça, voilà, est-ce qu'on se dit, bon, ça vaut la peine de faire ça, ou de toute façon, les mecs, dans 2 semaines, ils vont retourner prendre l'avion. Et puis après, si tu peux juste redonner le nom des livres sur le biais cognitif et les débats. J'ai juste eu le temps de noter Rodolphe. Oui, alors pardon. Je commence par ça. Sébastien Boller. Attends, je vais mettre ça dans le chat. Ah oui, c'est le bug humain, là. Oui, le bug humain. Ah oui, non, je pensais à... J'ai cité Rolf Dobelli. Rolf Dobelli. Comment ça s'appelle? Je crois que c'est The Art of Thinking Clearly. Et lui, il a un bouquin un peu porte d'entrée. Pour moi, le meilleur bouquin, le plus complet, mais qui est assez dur à lire, c'est Kahneman Thinking Fabrique de l'ignorance, non? Thinking Slow. Est-ce qu'ils l'ont traduit comme ça? Ou je confonds?
Daniel Kahneman, ce frère, il est prix Nobel il a un gros prix de neuropsychologie justement. Et c'est les deux systèmes. Comment est-ce qu'on a un système qui nous permet, un système intuitif rapide pour jongler par exemple, et un système sur le long terme pour faire une équation ou un calcul compliqué. Si je vous demande de faire 2 têtes, 17 x 42, vous allez utiliser votre système 2, par exemple. Vous allez d'abord un petit peu grimacer parce que vous devez utiliser votre système 2. Tandis que si je vous dis 2 plus 2, vous utilisez le système 1 parce que vous le savez par cœur. Et puis du coup, pour moi, c'est une lecture centrale sur le long terme versus court terme. Pour revenir sur ta question, Calix, bon, la réponse c'est aucun. Je ne sais pas en fait ce que font mes spectatrices, spectateurs à la fin du spectacle. Là aussi, je prie pour que ce soit le meilleur des cas. Mais en fait, il est donc doublement incalculable. Il est incalculable parce qu'il faudrait que je fasse des sondages ou des études longitudinales. Et puis, il est incalculable parce qu'il ne faut pas le sous-estimer. Dans le sens que, mais j'ai voulu citer cette anecdote avant avec Popovich. Rosa Parks, pour les droits civiques qui boycottent les bus aux États-Unis, en fait, on se souvient de Rosa Parks. Waouh, c'est dingue. Tout d'un coup, elle a boycotté un bus et puis ça a fait décoller le débat sur les droits civiques. Et puis après, le racisme n'existait plus aux États-Unis. Alors, primo, ça n'a pas tout réglé, mais ça a quand même réglé des choses. Et surtout, deuxio, ça faisait 15 ans qu'ils faisaient des boycotts de bus. Et du coup, Rosa Parks, ça a juste été tout d'un coup la bonne personne au bon moment avec le bon média. Et ça, c'est déprimant en même temps, parce qu'avec l'urgence climatique, comme son nom l'indique, on n'a pas le temps. Mon espoir, c'est qu'il y ait d'autres facteurs qui font que quand la crise sera trop difficile et commencera à devenir gérable, en fait, les gens auront tellement plus, ils auront plus envie d'avoir mal au ventre de la conversation dont on parlait avant, que d'avoir soif ou faim dans 3 ans après, qu'ils seront d'accord d'avoir cette conversation et puis du coup, ils seront d'accord de changer leur comportement. Les votations de dimanche nous montrent que ce n'est pas pour demain. Mon secret espoir, en fait, c'est 3 étés caniculaires. Et en fait, ou peut-être 2 Fukushima sur ces 3 prochaines années. Donc, une catastrophe qui permette du coup d'incarner le mythe et d'incarner une image qui est là. Parce qu'en fait, l'effondrement, il faut bien se le dire, il est très théorique. Jusqu'en 2040, il sera très théorique. Et dès qu'il sera pratique, il sera insolvable et irréductible. Et c'est du coup l'énigme que nous pose la crise climatique. Au revoir, Francesca. Et donc, moi concrètement, en fait, l'espoir le plus rapide de sursaut, c'est ça que je vois. C'est si Dieu pouvait exaucer nos prières les plus sombres, mes prières les plus sombres, ce serait déjà d'exister. Ouais, mais ce serait de nous livrer 3 étés caniculaires. Ouais. Et c'est terrible à dire. C'est même ce que disait mon père dans les années 90 quand il disait « Ah, le prix du lait, c'est quand même terrible et tout, il nous faudrait une bonne guerre. » Ma mère lui disait « Non, tu ne dois pas dire ça, c'est quand même terrible. » Et il avait raison. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que si on n'a pas les Rosa Parks, il nous faut des canicules. Ouais. Et donc, multiplions des Greta Thunberg pour éviter les canicules. Magnifique. Quelle belle manière de conclure, non? En tout cas, c'est une très très belle manière de conclure. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est quand même que malgré le fait qu'on n'aura peut-être pas de sitôt les 3 étés que tu réclames à Dieu, parce que tu as l'outrecuidance de réclamer des trucs à Dieu quand même, quoi, le mec. Sinon, à quoi sert-il, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, c'est une prière. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup
ton intro et finalement cette façon très positive de voir les choses et non pas optimiste, c'est que oui, il n'y a pas d'alternative, mais oui, il y a peut-être des planètes B si on admet qu'il n'y a pas de limite à l'imagination. C'est qu'en fait, on est libre de réinventer tous nos imaginaires en fonction de comment ça sera. Et le fait d'imaginer qu'il puisse y avoir des catastrophes, c'est aussi de permettre ces changements d'imaginaire et donc de délimiter les imaginaires qui aujourd'hui restent bloqués dans quelques imaginaires fixes et qui nous empêchent d'avancer. Donc effectivement, je comprends très bien l'avantage de cet électrochoc catastrophiste, c'est que tout d'un coup, il permet de réouvrir au prix certainement de catastrophe, hein, ça c'est sûr, mais de réouvrir un peu les imaginaires. Je trouve ça une très belle façon d'écrire les imaginaires parce que sinon, on ne le voit que d'une façon un peu bisounoursienne, c'est-à-dire l'imaginaire, c'est forcément quelque chose de bien pour compenser ce qu'on a à perdre. Or, l'imaginaire, c'est peut-être aussi sous la contrainte qu'il naîtra, de la contrainte qu'il naîtra. Et ça, je pense que pour des architectes, ça nous parle beaucoup dans la mesure où la question de besoin, la question de contrainte, c'est toujours une force pour le projet et pour les imaginaires. Donc, une fois de plus, on se rend compte que les parallèles sont intéressants à voir entre les disciplines artistiques et que la première des choses à préserver dans des situations comme celles que l'on a, c'est notre capacité culturelle, ou notre capacité à s'exprimer par les différents arts. C'est une des choses qui sont presque aussi importantes que d'apprendre à faire de la permaculture pour sauver le monde. Magnifique. Merci beaucoup, Yvan, pour cette intervention qui ne laissera personne indemne, j'en suis sûr. Là aussi, je pense que ça valait 1 à 1,5 spectacle de l'émeute. Et tu as ici des gens qui sont révoltés, qui sont en train de faire l'émeute. Ben, on reste en contact, comme on dit, et on continuera de faire des actions des plus diverses ces prochaines semaines, mois et années. Donc on est vivant du moins. Bonne chance à tous. Merci. À bientôt. Et on ferme le colloque. Bel après-midi. Tchuss. Merci à tous.